Salam alaikum, Azul, bonsoir. On ne sait pas ce qui se passe dans le sérail, mais il se passe quelque chose, et de très gros. On nous concocte quelque chose de pas très net. Le régime sait qu'avec le recul de la pandémie, le compte à rebours de la reprise du Hirak a déjà commencé. Ce n'est peut-être plus qu'une question de jours. Et le régime sait désormais, avec certitude, que ses tentatives de profiter du confinement sanitaire pour tuer le Hirak ont été vaines. Les capacités de mobilisation et d'engagement du Hirak sont plus intactes que jamais. Il a compris, ce régime, dans toutes ses composantes et dans toutes ses sensibilités, que la reprise du tsunami populaire que sera le Hirak, sera très considérable, autrement plus importante que ce qu'il a déjà vu. Alors, après toutes ces initiatives de répression, de subversion, de terrorisme par le biais de l'incarcération et de la convocation par les services sécuritaires, voire même d'enlèvement et de mauvais traitements, voici que le même régime semble avoir changé de méthode et aussi, et surtout, de spin doctors. Très étrangement, des politiciens qui se disaient résolument hirakistes se sont mis à chanter les louanges du régime, et tout particulièrement de la junte, dont il nous rappelle que celle-ci a sauvé l'Algérie dans les années 90. Il nous annonce avoir obtenu de M. Tebboune la prochaine libération, ou la libération prochaine, de 2 détenus, parmi des dizaines d'autres. Et ils ne se rendent même pas compte qu'en ce faisant, ils reconnaissent publiquement, et leurs commanditaires aussi, même si nous le savions déjà, que la justice n'est pas aussi indépendante qu'ils le disent, qu'elle incarcère et qu'elle libère comme le lui enjoignent ses maîtres. Un aveu lourd de sens de la part du président de Gil Jadid, pour ne pas le nommer. Autant d'une connivence avec le régime qui ne se cache pas, que de la violation grossière du droit et des droits de l'homme par le régime et la justice qui lui sert de bâton quand il le veut et d'instrument d'apaisement zama quand il le veut. Peut-être tout simplement parce que le temps de la décontation est arrivé, que plus rien ne pourra se cacher et que tout va apparaître sous sa criante vérité. Le roi est nu et toute sa cour aussi. Il nous reste à découvrir à quelle sauce ce régime croit pouvoir nous déguster. Il ne fait aucun doute qu'il compte user des otages, appelons-les comme ça, dont il dispose, ces détenus politiques dont il pense qu'ils seront une monnaie d'échange, que leur libération au compte-gouttes pourrait lui permettre des dividendes politiques et peut-être aussi lui permettre de faire libérer certains barons de la Essaba, comme il dit, qu'il diluerait dans la masse des détenus politiques qu'il va sans doute libérer. C'est pour cela qu'il lui en fallait autant. Parce que n'en déplaise à Sofiane Gileli, qui ne les voit nulle part, nous a-t-il dit, ils sont bel et bien des dizaines, sans compter tous ceux qui sont sous le coup de la loi, sous contrôle judiciaire, dont les procès sont pendants. Mais puisque le président de Gil Jadid nous apprend que c'est lui qui a demandé l'élargissement de Karim Tabou et de Samir Belarbi, pourquoi ne l'a-t-il pas fait pour les nombreux autres qui croupissent dans les geôles du régime? Veut-on, dans ces milieux de spin doctors,
où se trament ces sombres stratégies, nous droguer au compte-gouttes, Koulium Chouïa? Veut-on utiliser la libération de nos frères à petite dose pour nous fourguer en détail l'image dorée sur tranche d'un Tebboune providentiel? Mais nous savons l'engagement des détenus politiques. Ils ne sont pas en prison pour rien. Ils refuseront de conclure une telle paix séparée. Ils refuseront de se prêter à une telle indignité, d'être les otages d'un tel marchandage, d'une si vile tractation. Et je ne doute pas qu'ils exigeront non pas d'être libérés, mais acquittés, réhabilités, innocentés avec des excuses du régime et la poursuite en justice des magistrats véreux, des magistrats indignes qui les ont si injustement condamnés. Parti d'opposition, opposition entre guillemets, vous l'aurez deviné, pour neutraliser le Hirak. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Moussab Hammoudi, chercheur en sciences politiques. Moussab Hammoudi, merci d'être avec nous. Merci pour la réception, bienvenue à vous, très heureux de retrouver le plateau. Merci. Bonjour aux téléspectateurs et aux invités. Et c'est une annonce que le déconfinement a déjà commencé, hein, depuis hier. Votre présence sur le plateau. Effectivement. Ouais. Alors nous aurons aussi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88, analyste politique. Nous aurons aussi Nazim Zaidi, militant politique de l'UDS, du parti de Karim Tabou, et qui restera un peu avec nous avant de céder la place à Nabila Esmaïl, avocate et militante des droits de l'homme et militante du Hirak et militante tout court. Mais avant, j'aimerais vous montrer... vous savez, le Karim Tabou, l'anniversaire Tao, c'était hier. C'est l'anniversaire de notre ami, aujourd'hui. Alors, ses enfants ont voulu fêter son anniversaire à leur manière pour dire qu'ils n'ont pas oublié leur papa. Et j'aimerais que nous le voyions tous ensemble pour lui dire à Karim Tabou que nous sommes tous avec lui et que nous sommes tous avec nos détenus politiques. C'est des détenus politiques. Ce ne sont pas des prisonniers de droit commun qu'on gracie comme on veut ou qu'on libère en téléphonant au juge. Mais nous allons en parler de tout ça. Nous allons regarder ces images très émouvantes de l'anniversaire de Karim Tabou. Bravo, Sana Helwa Karim Tabou. Alors, Moussab Hammoudi, tout le monde s'est étonné, les réseaux sociaux sont en train littéralement d'exploser à la suite
des déclarations de Karim Tabou, du communiqué hein, de son parti titré « Bientôt la liberté pour Karim Tabou et Samir Ben Larbi », rien que ça, hein, il nous annonce la liberté bientôt. Et donc, ça a suscité un véritable tollé au lieu de susciter de la joie, parce que tout le monde n'espère que la libération de ces détenus, mais pas seulement 2 détenus, de tous les détenus, et ils sont plusieurs dizaines, contrairement à ce qu'a affirmé Soufiane Jullel à Sky News. Mais nous allons voir, nous allons en parler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr, à juste titre, ce tollé sur les réseaux sociaux et dans les discussions réelles d'ailleurs, parce qu'on a une configuration très étrange qui est qu'un parti politique annonce le dépassement ou la sortie d'une crise provoquée par le pouvoir central. Donc cette configuration est bien sûr est étonnante parce que ça donne une lecture sur le positionnement de ce parti avec notamment donc, son leader et qui vient à la suite de déclarations fracassantes et très lourdes parce que elles étaient très détaillées. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait des séquences tirées de ça. Justement, merci de nous l'avoir proposé, nous avons pensé à ça. Nous avons justement pensé à passer quelques séquences, pas tout malheureusement. Ça aurait été très intéressant de tout passer, mais comme nous ne pouvons pas passer toute une émission dans une émission, nous avons choisi quelques séquences parmi les plus extraordinaires, j'allais dire. Nous allons les voir l'une après l'autre. كاين جانب يعني من الحراك ولكن يعني حامل أفكار ربما راديكالية لتطلب بتغيير جذري يعني بذهاب في الحقيقة نواة الدولة و يعني أفكار متطرفة بدون أي بديل حقيقي. فأنا يعني أنت تربط بين الدولة والنظام في Je vais vous demander de commenter de façon assez succincte, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Donc voilà, il accuse une partie du Hirak d'être extrémiste, d'être radical. Radical et qui menace le noyau de l'État. Du véritable État. Du véritable État, ça veut dire que tous ces gens qui sortent et qui défilent depuis plus d'une année et que, soi-disant, M. Gillel les a fréquentés, sont finalement des radicaux et des extrémistes. Et il nous parle du noyau de l'État, du vrai État, c'est-à-dire... Il dit Nawaya, les noyaux. Nawat, oui. Et donc, Nawat, il a du mal à dissocier le régime de l'État. Et ça, c'est très désolant et c'est très révélateur en même temps, parce que l'État n'est pas un régime. De surcroît, quand ce régime est composé de militaires, c'est-à-dire une junte militaire. Donc, cette façon de ne pas voir ce qu'il y a à voir est inquiétante et nous renseigne sur ce discours, parce qu'il est très clair et sans ambiguïté. Nous allons voir la suite. كان مسطر كذلك. بعد الاستقلال تكونت الدولة الجزائرية حول المؤسسة العسكرية. الآن دخلنا في مرحلة أخرى، على المؤسسة العسكرية أن تقوم بوظائفها لمناعة وحصانة البلاد وأن تترك الحكومة للمدنيين. ونظن أن هذه هي الآن العملية. رئيس الجمهورية هو رئيس مدني وهو الذي أخذ زمام الأمور ويقترح مسودة دستور جديدة لتعاد من جديد موازين داخل المؤسسات. ونظن أن هنالك خطوات نتقدم بها. فبطبيعة الحال لسنا في دولة قانون يعني بأتم معنى الكلمة، ولسنا في دولة مثالية. Alors, Moussa Hamoudi. Gélal et Sofiane, dans le texte, c'est vraiment ce type de contradiction, de schizophrénie, de volte-face. Donc d'ici, d'une part, il fait une chute avec on n'est pas dans un état de droit, mais il faut faire confiance, l'État est civil et désormais civil. Et ça, c'est une déclaration très inquiétante parce que déjà, elle va renouer Gélal et Sofiane avec ses alliances anciennes, ses anciens amours, si j'ose dire, avec les connivences avec les militaires dans les drames, que ce soit lors de son passage au sinistre CNT
ou le PRA de Bokrouh. Donc c'est cet incident qui était négligé par le Hirak, qui le regardait mais ne voulait pas le voir. Et Gilal Sofiane lui-même voulait le cacher, mais qui persiste et signe que maintenant l'État est militaire, il y était, tant mieux, sauf que maintenant ça a changé. Civil. Maintenant c'est civil. C'est plus la peine de dire Madani à Machi Askari. Ce qui est intriguant ici, c'est que, soi-disant, dans de précédentes déclarations, Gilal Sofiane avait dit que les militaires ont ramené Bouteflika. Oui. Donc, comment comprendre que ceux qui ont ramené Bouteflika sont encore là et n'ont pas ramené Tebboune? Donc ici, on est vraiment dans une schizophrénie maladive de la part de Gilal Sofiane. Et nous allons continuer de voir quelques extraits. أنه فئة داخل الحراك كانت تطلب بمجلس تأسيسي، ولكن مجلس تأسيسي صعب جدا لتجسيده، لأن مجلس تأسيسي يعني انتخابات تشريعية، يعني تحكم في العملية، ثم نفتح نقاش ربما فيه كثير من المخاطر، لأن عدد كبير من التناقضات الآن أصبحت في المجتمع الجزائري، منها التناقضات الإيديولوجية حول الهوية، حول اللغة، حول الدين إلى آخره. فنظن أنه من المعقول أنه نذهب إلى تعديل، ولكن يكون تعديل إيجابي. D'après lui, il est plus raisonnable d'aller dans cette révision constitutionnelle que vers ce processus constituant exigé par tout le peuple algérien. Et cela montre que ce n'est pas un politicien, parce que déjà quand on dit ta'dil al-ijabi, c'est-à-dire on noie le poisson, ça ne veut rien dire. Et quand il rejette le processus constituant, parce qu'on sait c'est quoi la constitution. Une constitution, c'est bâtir, qu'une nation bâtisse avec toutes ses composantes les constantes de l'État. Et c'est le propre des politiciens qui, par définition et tout naturellement, ne s'entendent pas. Mais comme ils sont politiciens, ils ne vont pas la violence, ils trouvent le moyen de débattre, de négocier et de dégager l'esprit du peuple pour le matérialiser dans une constitution. Donc Gilal Sofiane ne reconnaît pas ce processus. C'est étonnant qu'il se définisse comme un politicien, surtout qu'il a adopté le discours in texto, in vivo des militaires, ce qui est abject et teinté de logorée finalement. Alors, le Figaro, c'est une image qui vient de tomber, un message que je viens de recevoir. Le Figaro, journal français, très lu, très connu. Je vous lis juste le titre pour vous dire un peu comment ça se passe. Algérie, 2 des principales figures du Hirak vont être graciées. Vous voyez que la couleur est annoncée. Alors, nous allons encore continuer de voir quelques extraits de ce que nous a dit M. Sofiane Gilali. ولكن اليوم أليست السجون الجزائرية ممتلئة بالصحفيين والمعارضين؟ لا يعني لا نضخم. هنالك عدد من الجزائريين في السجن وهو عدد محدود ومعروف. ربما هنالك نوع من تعسف ممكن جدا. لسنا نحن الآن في إطار دولة القانون. هنالك عملية علاقة قوة، هنالك شرائح من الحراك وربما من أطراف أخرى تحاول أن تعفن الأوضاع. هنالك في الشبكة الاجتماعية شتم وسب والخروج على الحدود. فبطبيعة الحال هذه دولة كذلك تتعامل مع واقع، ولكن أين هما يعني العشرات من المعارضين في السجون أو هنالك قمع واسع؟ هذا تضخيم وفقط. هنالك مصالح كذلك من خلال يعني مصالح خارجية تريد نوع من ابتزاز السلطة الجزائرية. Alors, Sofiane Gilali, publiquement, dans une chaîne qui est très très largement diffusée, Sky News, il le dit directement. Il dit que c'est tadkhim, c'est de l'exagération. Il n'y a pas autant de prisonniers que vous le dites, il n'y a pas autant de détenus. Et il dit où sont donc ces dizaines de détenus? Nous allons d'abord écouter la réponse que lui a faite l'avocat, le célèbre avocat Badi. Nous allons l'écouter. بما يخص رقم المسجونين الرأي ولا مسجونين سياسيين، العدد يعني تقدر تعطينا ما هو العدد الحقيقي؟ العدد الحقيقي الآن هناك أكثر من يعني بأمس
امس ودعوا شاب اخر في الحراش راه الحبس المؤقت بسبب منشوراته على الفيسبوك. وصلنا الى العدد 43 يتوزعوا عبر ربوع الوطن في شرق البلاد وفي غربها في جنوبها وفي شمالها، كلهم هذه 43 بسبب مناشرهم او سبب مواقفهم او سبب مشاركتهم في الحراك او بسبب تعليقاتهم او سبب فيديوهاتهم، كلهم سجنوا بالراي وبالتعبير وبالموقف السياسي. هذو اللي راهم موقوفين، اللي راهم متابعين، هناك المئات تصلهم الاستدعاءات يوميا وتصدر ضدهم احكام. اخر الاحكام التي صدرت ضد الاشخاص الغير موقوفين صدرتها محكمه تشلف على علي شاشو ومن معه ب 18 شهر حبس نافذه. يعني زياده عن 42 شخص اللي راهم مسجونين عبر كل سجون الوطن، هناك المئات الذين تصلهم استدعاءات يوميا. Alors, Maître Badi nous dit que le chiffre actuel, il ne parle pas de ceux qui ont été emprisonnés, de ceux qui vont l'être, de ceux qui sont sous des poursuites, de ceux qui sont sous contrôle judiciaire. Il ne parle que ceux qui sont en prison, il parle de 42 ou 43. Ça veut dire qu'au moins 4 dizaines. Et Souria Gilali qui dit où sont ces dizaines? Comme Gilali est dans le rôle de porte-parole du régime militaire et des généraux sécuritaires, il va le nier. Et c'est ça qui est encore abject parce que non seulement il nie leur existence, mais aussi il minimise par la même occasion le fait de la répression. C'est-à-dire on a énormément, et depuis des mois, des quotidiens à travers tout le monde, les plus illustres, les plus grands quotidiens aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France naturellement, en Grande-Bretagne, qui utilisent sciemment le terme répression. Gilali Sofiane ne veut pas le voir, donc il veut plutôt... Il les voit du tadkhim. Et il ne voit pas les dizaines de détenus qui sont pourtant là. Il y a au moins 4 dizaines. 4 dizaines, ce sont des dizaines. Et ça, bien sûr, et surtout du point de vue humain, pour tous aussi les défenseurs des droits humains, c'est quelque chose de très abject parce que aussi ceux qui étaient détenus et qui étaient relâchés, cela ne veut pas dire qu'ils étaient un jour emprisonnés et qu'ils sont marqués et qu'ils étaient emprisonnés de façon injuste. Aussi, il profite, Gilali Sofiane, de manière vraiment que je ne veux pas qualifier pour ne pas dépasser les lignes rouges, il va utiliser le même langage des généraux. Il va aller pour le Facebook, pour la main étrangère, pour toute cette rhétorique. Oui, il a utilisé cette rhétorique de forces étrangères qui contrôleraient le Hirak, etc. Voilà. Et donc, Gilali Sofiane, il a opté pour un repositionnement. En fait, depuis un bon moment, certains disait que c'était quelqu'un qui n'est pas digne de foi, que juste c'était un positionnement. Il essaie, comme dit le proverbe, d'attraper, de prendre le bâton par le milieu, mais il faut être clair et le lui dire ça droit dans les yeux. Pour reprendre un ancien politicien algérien, c'est Ahmed Ghazali. Actuellement, Gilali Sofiane est le harki du régime. Ah, c'est dur ça. J'aimerais que nous évitions ce genre de... C'est trop dur. Mais moi, j'aimerais que nous le contestions. Je comprends, vous êtes professionnel, vous essayez, je suis responsable. Oui, mais de préférence, évitons ce genre de... Mais alors, nous allons encore écouter... On va encore écouter ce que nous dit Souria Gilali. يسير أمور البلاد اليوم. من هي المؤسسة أو المؤسسات التي تسير أمور البلاد؟ بدون شك أن بعد سقوط الرئيس بوتفليقة أصبحت المؤسسة العسكرية هي التي كانت تسير الأمور بتعاون مع بقايا المؤسسات السابقة. ولكن منذ الانتخابات في ديسمبر 2019 أصبح رئيس الجمهورية حتى إذا طعن البعض في شرعيته، ولكن هو الآن معترف به دوليا وعدد كبير، إذا لم أقل أغلبية في الجزائر الآن، حتى إذا طعن البعض في شرعيته، ولكن هو الآن معترف به دوليا وعدد كبير، إذا لم أقل أغلبية في الجزائر الآن. Il y en a encore beaucoup comme ça, mais on ne va pas tous les passer, parce que sinon on y resterait toute la soirée. Mais celle-là m'a vraiment, franchement, parfaitement scandalisé. Quand il dit que ce président, finalement, c'est pas comme Bouteflika, il suggère qu'il a été élu, n'a pas été ramené par l'armée.
Et il pousse le bouchon en disant que un grand nombre d'Algériens, pour ne pas dire la majorité, ça veut dire qu'il est en train de nous dire la majorité des Algériens sont avec Tebboune. C'est incroyable de dire ça. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable pour quelqu'un de sensé, pour quelqu'un qui utilise et qui pratique la politique au sens noble. Mais ici, nous sommes en train de quelqu'un qui est en train de poignarder le Hirak dans le dos. En tout cas, certaines franges, parce que certains ont cru au discours de Gilal et Sofiane. Et donc, il y en a d'autres qui ont mis en garde contre ces pratiques, parce qu'ils le connaissent. Mais en tout cas, Gilal et Sofiane a mis dans son discours tous les ingrédients des éléments dangereux qui favorisent une sorte de balance, d'un contrepoids au Hirak en optant un positionnement auprès du régime militaire. Donc on ne peut pas se permettre ça sans recevoir des critiques et sans se voir en face, parce qu'avec ces déclarations, je pense que Gilal et Sofiane aura beaucoup de mal à se voir devant un miroir. Et comment nous allons recevoir d'abord Nazim Zaidi, jeune militant politique de l'UDS que nous avons souvent reçu sur ce plateau, qui est très actif, qui s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a lui-même fait une lettre, si je ne m'abuse, à Soufiane Djilali. Nazim Zaidi, merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Benchtouf. Bonsoir, Nazim. Alors, Nazim Zaidi, d'abord, quelles sont les nouvelles de Karim Tabou? Dernière nouvelle, il se porte au niveau de la santé. Il a pu, je pense qu'il y a une très très bonne nouvelle pour lui et pour toute sa famille. Je suis très content pour lui. D'ailleurs, j'aimerais lui souhaiter une très longue vie et lui dire que l'Algérie a besoin de lui. Merci, nous lui souhaitons la même chose. Nazim Zaidi, que pensez-vous de cette sortie de Sofiane Djilali? C'est un peu comme s'il voulait lancer une dynamique de paix séparée pour diviser les détenus. Il n'a pas annoncé la libération de tous les détenus, mais de 2 détenus, Karim Tabou, puis de Samir Belarbi, dont on a appris curieusement qu'il a été transféré de la prison d'Al Haraj vers celle de Koléa, où se trouve Karim Tabou. C'est un peu comme s'ils les mettaient ensemble, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. À votre avis, Nazim? Mon avis, c'est que M. Sofiane Djilali, au fait, après les réactions qu'il y a eu par rapport à la vidéo sur Sky News, ce que vous venez de diffuser, etc., cherche maintenant à justifier son rapprochement avec le pouvoir en se portant le garant de la libération des détenus politiques et d'opinion. Sauf qu'il y a un souci majeur dans tout ce que dit Sofiane Djilali. C'est qu'il se contredit en 3 jours par rapport aux détenus politiques et d'opinion. Il disait qu'il y a... Et en plus de ça, je pense qu'il s'agit juste d'une information qu'il a eue et non pas il veut s'approprier leur libération. Il oublie que des milliers, si ce n'est des millions de gens, ont scandé libérer les détenus pendant des mois et des mois. Il oublie que le jour du procès de Karim Tabou, Sofiane Djilali n'était pas présent au procès, mais des citoyens étaient présents et criaient Allahu Akbar Karim Tabou, Sha'bi Habou. Donc si Karim Tabou doit être libéré, comme Sofiane Djilali l'a annoncé, et j'espère que Karim Tabou sera libéré comme Samir Belarbi, comme tous les détenus d'opinion, ça sera uniquement grâce à la pression populaire et du Hirak, et parce que le pouvoir est obligé d'aller vers des mesures d'apaisement en utilisant ces détenus-là pour essayer d'apaiser les esprits, parce qu'ils savent pertinemment qu'avec la crise du coronavirus, l'économie est impactée. Et chaque crise économique crée souvent des révolutions, sauf qu'en Algérie, nous avons une révolution et une crise économique qui s'ajoute. Il leur faut peut-être, c'est la nouvelle politique qu'a décidé d'employer le pouvoir, celle de l'apaisement. Et personnellement, par rapport à l'annonce que fait Sofiane Djilali, pour moi, en annonçant Karim Tabou, Samir Belarbi, il voulait faire le buzz et dire que c'est grâce à lui. Moi, je réponds, c'est grâce au peuple algérien. Si un détenu est libéré des yeux de ce pouvoir, ça sera grâce aux Algériens et grâce aux avocats, grâce au Hirak qui met la pression. Et que pensez-vous de ce transfert de Samir Belarbi dans la même prison que Karim Tabou? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi les ont-ils mis ensemble alors qu'ils étaient dans 2 prisons différentes, très éloignées l'une de l'autre? Sincèrement, par rapport à ça, je n'ai pas d'avis particulier parce que j'ai appris le transfert de Samir Belarbi hier, sauf que je sais une chose, Samir Belarbi n'est pas dans la même cellule que Karim Tabou et Karim Tabou est toujours en isolement.
Donc, est-ce que c'est significatif ou pas, je l'ignore. Mais par rapport à la déclaration de Soufiane Djilali, qui est en train d'être reprise sur tous les médias, moi j'aimerais lui dire a-t-il réfléchi à l'impact que ça a de créer cette école pour les familles si ce n'était pas une vraie information? Alors, Parce que, je vais poser une question un peu difficile. Euh, Pourquoi? Mais je vais vous dire ce que je pense moi d'abord, hein, pour annoncer la couleur. Moi, connaissant Karim Tabou, tel que je le connais, pour moi, Karim Tabou ne va pas accepter une telle forfaiture. Il a tellement souffert, on l'a mis en isolement, on l'a brimé, on l'a bridé, on l'a maltraité, on l'a frappé, on l'a insulté, et il n'a pas cédé. Et maintenant, je ne pense pas qu'il puisse accepter une paix séparée. Je ne pense pas qu'il puisse accepter de se laisser libérer, lui et un autre, et laisser tous ses frères en prison, ou de permettre à ce régime de faire commerce avec cette libération très, très douteuse. À votre avis, vous qui êtes son ami, qui êtes son collaborateur, qui êtes un militant de son parti, qu'est-ce que vous en pensez? je vais vous dire ce que je pense, c'est que M. Benchno, vous faites un peu. Vous n'arrivez pas à faire la différence, d'après ce que vous dites, entre Sofiane Djilali et Karim Tabou. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est Sofiane Djilali qui est parti voir Tebboune et non pas Karim Tabou. Karim Tabou, s'il devait négocier, il aurait négocié il y a longtemps. Il ne négociera jamais et absolument rien, à part les conditions de départ de ce pouvoir. C'est un serment qu'il a fait au peuple, il le maintient. Ce n'est pas après plus de 260 jours qu'il risque de passer à des négociations. Par contre, M. Benchnour, il faut informer tous ceux qui nous regardent que s'il y a, par exemple, selon Sophie Djilali, une grâce, vous savez bien que le pénitencier n'est pas une propriété privée. Karim Tabou ne dira pas non, je reste en prison. Ni Samuel Belharbi, ni un autre. Par contre, je suis sûr qu'ils se battront pour la libération de tous les détenus, pour un changement radical du système et pour rappeler à Sophie Ndjilali que les élections du 12 ne se sont pas déroulées dans des conditions normales. Lui-même, Sophie Ndjilali le disait, mais aujourd'hui, nous dit tout le contraire. Karim Tabou n'a absolument rien à voir avec ce que Sophie Ndjilali a fait et quel impact ça pourrait avoir. Bravo et merci, et au plaisir de vous revoir bientôt, Nazim Zaidi. Et si vous en avez l'occasion, passez un grand bonjour à Karim Tabou. Merci beaucoup. Alors, nous allons recevoir Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité de nouveau. Merci. Alors, comme ça, d'abord, à chaud, votre réaction à cette très curieuse initiative annoncée dans un communiqué de Gilles Jadid. D'ailleurs, je vais vous en lire le titre. Je suis sûr et certain que vous l'avez vous-même lu. Bientôt la liberté pour Karim Tabou et Samir Belharbi. Rien que ça, hein. Ce sont des prisonniers qui n'ont pas été condamnés à titre définitif, qui ont été incarcérés à la suite de leur activité politique. Et monsieur Sofiane Djilali nous annonce qu'ils vont bientôt être libérés, et il nous dit qu'il est allé demander une audience au président de la République entre guillemets bien sûr, que celui-ci l'a reçu, qu'il lui a demandé la libération de ces deux détenus, et qu'il lui a enfin promis de bientôt les libérer selon des procédures. Alors il dit, hein, dans le cadre strict de ses prérogatives constitutionnelles et légales. Sachant, et je vais un peu faciliter les choses, sachant qu'on ne peut pas gracier, il y a deux choses l'une, ou il ordonne à la justice de les libérer, et là il prouve que la justice libère ou incarcère selon les ordres qu'elle reçoit, ou il les gracie, il ne peut pas les gracier puisqu'ils ne sont pas condamnés à titre définitif. Ou alors il dit au juge, condamnez-les pour que je puisse les gracier, et là donc il confirme qu'il donne des ordres à la justice. Brahim Younsi, à votre avis, qu'est-ce que c'est que toute cette chalota? Bon, je vais essayer d'être rationnel. Parce que vous connaissez, c'est pas mon conflit, mais la danse des séductions que certains chefs de parti ont faite depuis très longtemps déjà. Et je l'ai dénoncé en son temps et bien avant tout le monde, et j'avais reçu des volets de bois vert. Pour la réalité, toujours, s'impose un moment ou un autre. Ce qui m'inquiète, c'est que
notre pays, à travers ces hommes dont vous parlez, c'est le déclin moral de certains politiques. Il y a un déclin moral extrêmement grave. Il a atteint le plus bas niveau, hélas. Donc, il me semble que le chef de ce micro-parti dont vous parlez est dans la satisfaction narcissique. Il sait très bien, comme d'autres, que c'est la décision des gouvernants qui s'est imposée, et ce n'est pas la justice. Où est la justice dans le cas de Karim Tabou et de Samir Blarbi, lorsque l'armée, parce qu'il faut dire que c'est l'armée, que c'est l'état-major, ou les services de sécurité qui ont décidé c'est la libération intervenue, évidemment. Pour le moment, je pense que le chef du micro-parti dont vous parlez a mis dans une situation extrêmement difficile les gouvernants, parce qu'il a voulu immédiatement tirer la couverture à lui. Mais Brahim Younsi, pardonnez-moi de vous interrompre. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'ils lui ont donné l'occasion, un petit cadeau qu'ils lui font, ils lui disent « Allez, on va vous laisser annoncer vous-même, hein, on va vous laisser tirer les marrons du feu, jouer aux petits oraux, vous allez annoncer vous-même qu'ils vont bientôt être libérés et que c'est grâce à vous. Allez, tiens, allez, faites-le. » C'est peut-être ça, hein? C'est possible, c'est possible. C'est encore beaucoup plus grave que je ne le pense. C'est encore beaucoup plus grave s'il s'agit d'un deal de marchands sur la vie et sur la liberté des hommes et sur la politique de l'Algérie. C'est encore plus grave si c'est le cas. C'est extrêmement grave. En tout cas, je l'avais dit en son temps, que le chef de ce micro-parti a toujours pris les sens interdits. Il a toujours fait fausse route. Mais c'est dommage. Et c'est dommage, je vais dire pourquoi. Parce que ce parti s'appelle Jil Jadid. Et il y a des jeunes. Jil Jadid, en français, c'est la nouvelle génération. Absolument. Et il y aurait une nouvelle génération qui, hélas, se laisse abuser par des chefs comme cela qui leur font faire des fausses routes. Les chefs de ce parti sont dans une aventure. Comme disait Lénine à propos de Trotsky, il est avec nous mais il n'est pas des nôtres. Or, le chef de ce micro-parti vient de montrer et de démontrer qu'il n'est ni avec le peuple et qu'il est avec le pouvoir qui opprime le peuple. On ne peut pas faire d'autre conclusion que celle-là concernant cet épisode qui s'ouvre. J'espère tout simplement que cette danse des séductions dont il s'agit va mal se terminer. Et va mal se terminer pour ceux qui sont en train de jouer avec les sentiments du peuple et la raison de la révolution. Parce que les exigences du peuple vont se multiplier. Et cela, nous le voyons déjà, qu'il y a une multiplication des exigences. En plus des exigences politiques, il y a des exigences sociales. Et nous allons y revenir dans un moment, Brahim Younsi. Je rappelle, mes chers amis qui nous regardaient, que nous avons invité Sofiane Gileli. Nous avons essayé de le joindre à travers tous ses collaborateurs. Et d'habitude, c'est facile de l'avoir dès le premier coup. Là, personne n'a voulu nous répondre.
Nous lui avons envoyé un message et j'ai personnellement envoyé un message personnel à l'un de ses principaux collaborateurs, Zoher Ruiz, qui n'a pas daigné me répondre. Alors j'ai envoyé une invitation publique à travers ma page Facebook. Toujours pas de réponse. Je voulais que vous le sachiez. Et je précise que si jamais il veut intervenir, il nous appelle, nous le faisons intervenir en direct et il pourra dire ce qu'il veut. Alors, Brahim, si vous vouliez dire quelque chose? Oui, ce que je veux dire, c'est que cette affaire porte aussi préjudice à du prix de la... Pardon, Brahim, si on ne vous entend plus. Allez-y, allez-y. Cela montre la duperie de la séparation des pouvoirs. C'est quand même cette annonce faite par un chef de parti porte préjudice, porte atteinte à l'État lui-même. L'État que le chef de Gilles Jadid prétend défendre. Enfin, à la notion d'État, puisque l'État n'existe pas, que nous avons affaire à une mafiocratie plutôt, hein, c'est pour dire les choses. Mais pour reprendre ses propos, oui. Parce qu'il est là pour défendre l'État et la pérennité de l'État. Or, il porte un coup sévère, fatal à l'État, parce qu'il annonce, lui, même si on lui a fait un cadeau, il annonce, lui, la libération des détenus politiques. Ce n'est ni l'appareil judiciaire, ni le gouvernement qui le font. C'est quand même extrêmement grave. Alors, nous allons demander à Maître Smaïl, Maître Nabila Smaïl, avocate, militante. Nabila Smaïl, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, Nabila Smaïl, d'abord, je vous laisse vous exprimer à chaud sans vous poser de questions. Ensuite, nous verrons de quoi nous allons parler. Je vous laisse donc vous exprimer sur cette très curieuse affaire. Je n'aurai pas la prétention de deviner vos questions parce que vos questions sont très claires. Moi, je dirais simplement que d'abord, il faudra avoir il faut être objectif dans nos réponses et dans nos analyses. Hosni Ahmed, Allah yarhamou wa yawassa alayh, disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait qu'il y a une différence entre être sérieux et se prendre au sérieux. Ce monsieur qui s'est prononcé aujourd'hui sur quelque chose de purement juridique, sur une procédure qui est purement codifiée par une procédure, ce monsieur a fait preuve d'une immaturité politique très grave qui dénote deux choses. Et lui et ses interlocuteurs ou ceux qui l'ont chargé de publier ce qu'il a publié et d'annoncer ce qu'il a annoncé manquent vraiment et de sagesse et de maturité politique et de droiture. D'abord dans ces déclarations que j'ai trouvées très très offensives, très très désolantes. Il déclare qu'il n'y a pas d'état de droit. Ensuite, il déclare qu'il n'y a pas de détenus, il y a une dizaine de détenus, alors qu'il n'en sait absolument rien du tout. Nous ne l'avons jamais vu dans les halls des tribunaux, nous ne l'avons jamais vu dans les procès que nous avons assurés aux côtés des détenus d'opinion. Et ce qui est encore plus choquant et plus provocateur, parce que là, nous sommes dans la provocation. Nous ne sommes pas dans l'effet d'annonce ou dans le fait d'offrir aux enfants de Karim Tabou un cadeau d'anniversaire à l'occasion de l'anniversaire de leur père, de venir annoncer sur les réseaux sociaux ou à travers les médias que leur père, que Tebboune va répondre à sa sollicitation et qu'il va libérer Karim Tabou. Et c'est même là, ce qui est insultant, c'est que le peuple exige, je dis bien, il exige la libération de tous les détenus. Or, quand il stigmatise ou il désigne uniquement, et dans sa demande, et dans son annonce, il ne désigne que deux, moi je vous dis à chaud, et ça n'engage que ma personne, et vous me connaissez, j'ai toujours assumé, connaissons ce pouvoir tel qu'on le connaît, est-ce que ce n'est pas la mission qui a été offerte à Ouyahia pour récupérer les têtes de la Harouche qui est maintenant offerte? Vous voulez dire que c'est une opération de division des Hirakis qui sont en prison? Absolument.
absolument, parce que annoncer uniquement la libération de Samir Blarbi et de Karim Tabou veut dire que ceux-là sont dans l'agenda du pouvoir et qui peut-être vont être désignés pour représenter le Hirak et aller discuter. D'ailleurs, les commentaires sur les réseaux sociaux en disent long. Et ce qui s'est passé en 2001, en 2002, en négociant avec les têtes de la Harouche, c'est un éternel recommencement. Moi, je pourrais faire cette lecture, j'espère que je me trompe, mais ce qui est très très grave, c'est cette immaturité politique. C'est comme si ce personnage, on lui avait donné un bonbon et on lui a demandé d'aller le montrer à tout le monde. Là, on lui a donné un bonbon. Alors maintenant, il y a deux catégories en politique, dans la société, dans la vie, il y a deux catégories. Il y a ceux qui choisissent un parcours. Il y a ceux qui essayent de s'imposer dans une démarche. Et il y a ceux qui sont dans l'offre de service. Alors, ce personnage qui s'est étalé d'une façon aussi outrageante, a fait main basse sur les dizaines, je dis bien dizaines, de détenus qui sont détenus arbitrairement par une machine de répression judiciaire qui n'a absolument aucune raison d'être, parce que des détenus qui sont en prison d'une façon arbitraire pour avoir publié leurs avis, pour avoir exprimé leur désarroi, pour avoir critiqué le gouvernement, chose qui est tout à fait normale dans tous les pays qui se respectent. Et cet individu, il vient s'accaparer deux de ces détenus d'opinion qui font le buzz, qui sont je dirais qu'ils sont les favoris, alors que pour nous, les avocats, il n'y a absolument aucune différence. Il y a Karim Tabou, Samir Blarbi, ils sont connus, c'est des figures connues, mais ça ne diminue pas des autres détenus. C'est dramatique. Alors, j'aimerais poser une question au juriste, à la juriste, à l'avocate. Alors, oui. Quand M. Soufiane Jalali nous annonce la libération imminente de 2 détenus politiques, est-ce qu'il ne serait pas passible les tribunaux de ce même régime, de la loi de ces mêmes régimes, puisque sur un plan légal, personne ne peut demander à la justice, normalement, nous savons entre nous que c'est le régime qui demande à la justice d'incarcérer ou de libérer, et même la facture. Vous le condamnez à 10 ans, vous le condamnez à 1 an. Mais mettons ça de côté. Prenons les choses sur leur plan théorique. Donc, personne ne peut ordonner à la justice, normalement, selon leur propre loi, de libérer ou d'incarcérer des détenus. Or, lui, il nous dit, ça y est, ils vont être libérés. Ça veut dire qu'il va y avoir une injonction de libérer des détenus d'abord. Deuxièmement, il nous laisse comprendre à travers une phraséologie très évasive qu'il se pourrait qu'ils soient graciés. Or, vous savez très bien, vous le savez mieux que nous tous, qu'on ne peut pas gracier des gens qui n'ont pas un jugement définitif. Donc, dans ce cas, c'est dans le deuxième cas de figure, s'ils ne sont pas condamnés à titre définitif, ça veut dire que Tebboune pourrait leur demander, Tebboune ou la junte militaire, pourrait leur demander de condamner vite, rapidement ces gens à titre définitif pour pouvoir les gracier. Or là aussi, c'est une injonction directe faite à la justice. Donc dans tous les cas de figure, normalement, M. Soufiane Jalali s'expose à de graves poursuites pour avoir déclaré publiquement que la justice n'est pas indépendante et qu'elle fonctionne à l'injonction. Alors, dans votre question, il y a 2 questions, auxquelles je devrais répondre. D'abord, sur le plan de procédure et bifurquer un petit peu pour aller vers le côté politique de la chose. Sur le plan juridique, Soufiane Jalali, en se prononçant sur quelque chose qui le dépasse entièrement, a confirmé ce qu'il avait dit dans ses déclarations que vous avez fait passer en bribes. Vous avez fait passer quelques bribes de son intervention sur une chaîne de télévision. Vous avez dit il n'y a pas d'état de droit. Donc, Karim Tabou et Samir Blarbi vont être libérés sur injonction ou suite à sa demande, c'est-à-dire qu'il confirme l'absence d'état de droit. Nous sommes avec Tebboune. C'est toujours une justice aux injonctions. Maintenant,
il part sur le plan procédure. Il s'est tiré une balle dans le pied parce qu'on ne peut pas parler de gracier un détenu qui a fait un recours auprès de la Cour suprême, parce que l'affaire dans laquelle il est condamné à une année ferme, pour laquelle il est toujours en prison, fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême, et la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur son dossier. Ça, pour Karim Tabou. Pour Samer Belarbi, il fait l'objet d'un dossier qui est toujours à l'instruction au niveau du tribunal de Banamdan. Donc, il ne peut en aucun cas, théoriquement, je parle bien théoriquement, dans un pays où on fait les lois pour les respecter, pas pour les écraser, comme c'est le cas en Algérie. Théoriquement, il ne peut pas y avoir de grâce dans ce genre de cas. Et d'ailleurs, nous, à l'approche du 5 juillet, quand on a des détenus de droit commun, on leur demande de ne pas faire de recours à la Cour suprême pour bénéficier de la grâce. Parce qu'il y a la grâce pour le 5 juillet, il y a la grâce pour l'Eid, il y a la grâce pour le 1er novembre. Donc, il y a des... Mais ce personnage qui se dit président d'un parti politique, qui se cherche en fait, parce que là, il faut vraiment analyser le personnage. Il faut prendre son parcours et savoir combien de fois il a changé de position, combien de fois, quelle est son option, quel est son objectif. Donc là, je reviens sur une publication qui était très intéressante cet après-midi d'un camarade, Yakhlef Bouaïchi, qui est un très ancien militant de 80 MCB, FFS et toujours FFS, qui a dit, après le FLN et le RND, il y a encore des partis dans la salle d'attente. Donc, ils attendent quelque chose, ils attendent qu'on leur tende quelque chose, qu'on leur donne quelque chose. Alors, cette folie, cette légèreté de s'aventurer, parce que j'ai entendu beaucoup le mot aventurer, effectivement, ce personnage s'est aventuré en parlant de quelque chose de très sérieux, de très grave, et qui touche vraiment l'essence même du Hirak, c'est l'indépendance de la justice. Et là, il vient de nous confirmer que nous sommes dans la justice des ordres, dans la justice de la facture qui est dictée à l'avance, dans la répression ordonnée, dans les procès politiques et dans la répression. Moi, maintenant, mon inquiétude, d'ailleurs, on n'arrive pas de rassurer tout le monde en disant tous les détenus qui sont en prison pour leur opinion se valent, ils ont tous la même valeur et devant l'opinion publique et chez le peuple et chez les avocats. Il n'y a pas un premier collège et un deuxième collège, même en prison. C'est pas possible ce qui est en train de se passer. Alors que Djilali Sofiane parle avec une telle légèreté, ça confirme l'état de déliquescence de la justice en Algérie. Ça dénote du fait que le pouvoir ne sait plus sur quel pied danser, ou peut-être qu'il sait parfaitement ce qu'il fait en essayant d'éclabousser l'image de certains détenus pour les anéantir une fois à l'extérieur, parce que vous savez, la rue est très réfractrice par rapport à tout. Il a dit qu'une partie du Hirak, des hirakistes, était très radicale et qu'elle obéissait à des injonctions de l'étranger. Mais attendez, mais c'est pas possible. Ces accusations, nous les connaissons depuis toujours. Depuis toujours. Ce il a été accusé de traître. Amil Khdar Bourgaa, récemment, il a été accusé d'avoir usurpé l'identité de son cousin. Mais attendez, mais on peut plus être les porte-voix du pouvoir qui est en train de réchauffer ses recettes. C'est bon, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez, moi je reviens sur l'émission de France 5. Vous savez, ils en ont tellement parlé, même le timing qui a été choisi pour le diffuser. Ça a été choisi, ça a été décidé. Ils l'ont diffusé au moment où la loi de finances complémentaire qui va scier les jambes des Algériens était en pleine discussion. Tous les débats. C'était une opération de diversion, selon vous? Absolument, absolument. Alors maintenant, ils vont aller jouer la carte de Samer Belarbi et de Karim Tabou parce qu'ils sont pressés par le temps. Ils savent que les mesures sanitaires doivent être levées parce qu'il y a une crise sociale qui se prépare. Donc, ils ne pourront pas affronter ce qui va arriver. Donc, ils sont obligés de passer à la vitesse supérieure pour faire passer leur constitution. Et pourquoi pas
pourquoi pas considérer Karim Tabou et Samer Blarbi comme des monnaies d'échange. Et ça prouve que ce que nous disions, que ce ne sont pas des détenus, mais des otages chez un système totalitaire dictatorial, ça, c'est une vérité. Alors maintenant, c'est la monnaie d'échange. Est-ce que la rue va accepter de se taire parce qu'on va lui offrir la libération de 2 détenus d'opinion au moment où Rachid Mekaz est complètement oublié, où Brahim Alami vient d'être interpellé, où le Bachir de Timimoun est encore en prison, où on attend... 43 selon Maître Badi. 43 qui sont en détention. Ces dizaines, ce sont des dizaines que M. Sofiane Gilali a demandé qu'on les lui montre. Il nous a dit où sont ces dizaines de détenus, j'aimerais bien qu'on nous les montre. Maître Badi lui a répondu, il y en a 43. Mais il ne peut pas le savoir, ça ne l'intéresse pas de savoir. Il est porteur d'un message, il est porteur d'une mission, il l'a accompli, mais il s'est trompé de peuple. Là, je peux dire que Sofiane Gilali et le pouvoir se sont trompés de peuple. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a un peuple qui a ouvert les yeux, qui est politisé et qui est en train de tout analyser. Si vous voyez les commentaires sur les réseaux sociaux, il a été disséqué. Ce personnage a été disséqué, pour employer un terme un peu plus précis. C'est extraordinaire, cette maturité. Donc, nous, on n'arrête pas de dire que et le pouvoir et leurs alliés se sont trompés de peuple, finalement, parce qu'ils sont en train de travailler avec les mêmes méthodes de 80, 90, 2000. Ils pensent qu'ils ont affaire au même peuple, au même degré de politisation, alors que maintenant le peuple s'est politisé, il analyse, il a goûté à cette liberté, il a goûté à ce droit d'être écouté, or il refuse d'écouter le peuple. Et moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est quand il a commencé à parler sur le plan technique de la non-faisabilité de la constituante. Ça, c'est extraordinaire à quel point ce personnage est rentré dans un gouffre, il s'est enfermé à l'intérieur. Parce que se permettre le luxe ou le privilège de discuter d'une façon aussi légère de tout un projet de société réclamé par la rue, qui est une constituante qui va régler définitivement tous les problèmes d'idéologie posés en Algérie, où cette constituante va imposer une bonne fois pour toutes le savoir-vivre ensemble. Et la tolérance, le savoir-vivre ensemble et accepter l'autre et accepter toutes les idéologies. Donc ça, c'est trop léger. Moi, je pense qu'il a vraiment raté l'occasion de se contenter de se taire et de se contenter d'être le président d'un parti qui, malheureusement, Jil Jadid, mais qui travaille avec des méthodes très, très, très révolues. Nabila Smaïl, merci pour cette magistrale intervention. Yatek Saha, très franchement, bravo. Merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver plus souvent dans cette émission. Alors, Moussa Hamoudi, moi, très franchement, depuis tout à l'heure, j'écoutais Maître Smaïl, Nabila, et cela a suscité beaucoup de questionnements dans ma tête. J'aimerais, c'est-à-dire qu'on en arrive à se demander pourquoi une telle sortie de la part de Sofiane Gilali. Qu'est-ce qui peut motiver un tel suicide politique? J'aimerais répondre de 2 façons. La première sur la sortie et puis dans la configuration du pouvoir actuel. En fait, cette sortie, il faut la comprendre. Mon cher Brahim Younes a utilisé le terme danse de séduction. En fait, c'est une opération parce qu'elle ne se limite pas juste à monnayer la libération de militants. En fait, c'est une opération orchestrée pour monnayer la libération de détenus. Pourquoi? Pour le compte d'un privilège, pour gagner un privilège politicien. Pourquoi? Et c'est pour pouvoir bien poignarder le Hirak dans le dos. Donc, Gilali Sofiane n'a pas fait juste un premier degré. C'est pas je fais une proposition. Ça, c'est quelque chose, un cheminement qu'il compte faire. Donc, non seulement monnayer la libération des détenus, mais pour gagner des privilèges. Donc, c'est là l'opération séduction auprès de ses parrains, donc du pouvoir militaire, pour leur rendre le service par la suite en poignardant le Hirak dans le dos et notamment en se proposant comme une vitrine politique, civile, valable. Mais qui il peut tromper
lui, par rapport au Hirak, même si lui se disait hirakiste et ont été de ceux qui ont appelé au Hirak, qui a marché avec le Hirak sans être hué, sans être conspué, il ne pèse pas tellement lourd, Soufiane Gilali. Exactement, mais bon, je pense qu'il ne réalise pas trop son poids. Et par là, je rebondis sur le deuxième point, qui est la configuration du régime. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Bien sûr, Gilali Sofiane fait polémique, mais il ne faut pas qu'on oublie ou qu'on perde des yeux la configuration du régime. Oui. Le régime des généraux sécuritaires, avec la sortie et l'activation de cette sortie de Gilali Sofiane, parce qu'il y a une activation, montre qu'il n'a plus de levier sérieux. C'est-à-dire que quand on fait bouger un petit pion comme Gilali Sofiane, et on sait que les pions sur l'échiquier bougent d'une seule case et les bons joueurs les font bouger pour les sacrifier, ça veut dire qu'il n'a plus de levier sérieux. On a vu que le régime sécuritaire des généraux a essayé plus d'un tour. Il a essayé l'idéologie, ça n'a pas marché. La culture, ça n'a pas marché. Il a sorti encore Mokri, ça n'a pas marché. Il a sorti Sofiane Gilali, ça n'a pas marché. Le FLN, ça n'a pas marché. Le RCD, ça n'a pas marché. Et maintenant, il va même, en parallèle à Sofiane Gilali, chercher des petits KDS à l'image d'anciens entraîneurs de football tels Mouhidine Khalif. C'est-à-dire... J'aimerais apporter un petit bémol au sujet de M. Khalif et je vous laisse poursuivre. Pardon de vous avoir interrompu. On m'apprend, des amis de Tizi Ouzou m'apprennent qu'il ne faut pas prendre très au sérieux les déclarations de M. Khalif. Parce que nous connaissons le bonhomme, le brillant meneur sportif qui appartient à une très bonne famille kabyle, qui ont fait leurs preuves. J'aimerais dire ce qu'on m'a dit. Hein. Je vends ce qu'on m'a vendu. Ce sont des amis qui m'ont appelé pour me dire qu'il était très fragilisé, qu'il est à la limite de l'Alzheimer, qu'il est vraiment très diminué et que le régime a profité de sa faiblesse. C'est un abus de faiblesse, en fait, pour lui faire dire des choses qui, en fait, engagent toute une région, engagent toute une famille. Alors, si tant est que nous parlons aujourd'hui de M. Khalif, peut-être qu'il faut préciser qu'il est très fragilisé en ce moment et qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Et je vous laisse poursuivre. Ce que je voulais dire en citant M. Khalif, ce n'est pas en lui-même autant que personne, oui, mais lui comme quelque chose qui était manipulé par ce régime. Donc, M. Khalif, je ne le connais pas personnellement, je sais que oui, c'est un glorieux entraîneur. Bien sûr, je suis algérien, je suis le football algérien, mais ce n'est pas lui que je remets en cause, c'est la façon dont on a... L'exploitation honteuse. On l'a exploité. Mais justement, c'est que le régime maintenant n'a plus de scrupules, il va jusqu'au bout de l'exploitation, mais même des détails les plus futiles, c'est qu'il n'a plus de levier... Il s'accroche, mais il n'a plus de levier sérieux. Quand on s'accroche, on peut avoir quelques leviers pour... Oui, mais lui, il se noie, il s'accroche à tout ce qui flotte. Et c'est pour ça que toutes ces sorties, en fait, elles doivent non pas déstabiliser le Hirak, mais l'encourager encore plus, parce qu'il est en face d'un régime faible, affaibli, qui n'a plus d'imagination, qui n'a plus d'inventivité, il n'a aucun levier. Donc les secours qui lui peuvent venir de l'intérieur ne sont plus possibles, de l'extérieur également. Donc il faut justement aller dans le retour de Hirak quand il viendra après la fin de la pandémie et continuer une pression sérieuse parce que le rapport de force est du côté du Hirak. Et je reviendrai à vous tout à l'heure pour vous nous demander de nous parler du retour de Hirak qui commence à s'annoncer déjà avec cette décrue de la pandémie. Déjà, les gens commencent à annoncer qu'ils vont bientôt sortir, qu'ils attendent juste l'autorisation des médecins, le feu vert des médecins. Je vais revenir vers vous vers la fin de l'émission. Brahim Younsi, d'abord un commentaire sur tout ce que nous a dit Nabil Esmaïn et Moussab Hamoudi et Nazim Zaidi, ne l'oublions pas, qui a été réellement à la hauteur de ce que Karim Tabou attend de lui, je présume. Oui, c'est des jeunes comme ça, qui existent aussi, je suppose, dans Gilles Jadid. Et je les incite à prendre le pouvoir, parce que l'avenir est à eux. Non, pas de commentaire particulier sur ce qui a été dit par Moussab ou par Madame Smaïl ou Nazim Zaidi. Mais ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est la légitimité.
L'autorité est une question de légitimité. Alors, quelle autorité, quelle légitimité a le pouvoir pour décider ce qu'il décide? Ceci d'une part. Sans légitimité, l'autorité est arbitraire. Donc, même dans la libération ou l'éventuelle libération de Karim Tabou et de Samir Belarbi, ce serait une décision arbitraire. Ce n'est pas une décision qui a été prise après un procès où on leur reconnaît, on reconnaît la justice et on reconnaît qu'ils ont été arbitrairement incarcérés, qu'ils ont été effectivement des otages, des monnaies d'échange, la preuve en est, entre les mains d'un pouvoir qui ne recule devant rien. Mais s'agissant du chef de Gil Jadid, c'est que ce qu'il montre, en vérité, c'est qu'il n'est pas sorti des tutelles. Et d'autres encore qui ne sont pas sortis des tutelles. Je crois que c'est Moussab qui a parlé du MSP. Il y a d'autres partis qui sont encore enfermés dans les tutelles. Et ce qu'ils veulent évacuer, ce qu'ils ne veulent pas voir parce qu'ils ont été marginalisés et totalement évacués par la révolution du 22 février, c'est que les conciliations nécessaires et les rapprochements possibles, c'est la révolution qui les a faites. Parce que les rapprochements et les conciliations sont faites dans le peuple. Dans le peuple, le conflit qui était à un moment donné, il faut le dire, dans la société a créé l'unité. Il y a une unité. Celui qui est isolé aujourd'hui, c'est le système, c'est le pouvoir illégitime qui est dans l'isolement. Et il veut absolument sortir dans l'isolement et c'est la raison, à mon sens, pour laquelle on avance des personnes comme le chef de Gil Jadid. Mais Brahim Youssi, vous n'avez pas l'impression que derrière cette opération, j'allais dire marketing, hein, c'est même pas communication, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de nous concocter quelque chose d'autrement plus massif? Par exemple, hein, de préparer la libération de tous les détenus pour glisser parmi eux une vente concomitante et libérer certains des membres de ce qu'ils appellent, eux, la Essaba. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils sont en train de nous faire une opération marketing solde pour nous fourguer des choses et d'autres? Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se concocte. Ce n'est pas gratuit, ça n'est pas tombé du ciel. Tout cela est possible. Ce système nous a habitués à toutes les monstruosités. Et il n'est pas à une monstruosité près. Mais je crois fondamentalement ce qui l'inquiète et ce qu'il redoute. Et il le sait parce que ses services travaillent. Ces services sont infiltrés dans toute la société. Il sait que la révolution n'a pas dit son dernier mot et que la révolution, c'est malgré la discontinuité, malgré les ruptures qui sont les siennes, c'est paradoxalement le Covid l'a renforcé plutôt que ne l'a affaibli, que la volonté des Algériens de revenir plus fort et cette fois-ci dans une plus grande cohésion encore, et nous l'entendons et nous le voyons, je crois qu'il y a une espèce de, quand je dis une espèce, je minimise les choses, qu'il y a une structuration dans le bon sens du terme de la révolution. Je crois qu'il y a des idées nouvelles qui sont en train d'émerger et qui vont être et que nous allons entendre, que les Algériens vont entendre. Parce que à cette Algérie nouvelle, dans le sens
dans le sens pétainiste d'ailleurs du terme. On le voit avec la sortie du chef de Gil Jadid. À cette Algérie nouvelle du système, cette Algérie nouvelle pétainiste qu'on nous prépare, il y a une société nouvelle, d'ailleurs qui a émergé le 22 février, mais une société nouvelle. Alors justement, Brahim Younsi, justement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je vais vous poser la dernière question. Je vous demanderai de répondre assez rapidement. Tout le monde est en train de parler de la reprise prochaine du Hirak. D'ailleurs, le régime le montre bien, qu'il le sait très bien, parce que toutes ces tentatives de briser le Hirak n'ont pas marché. Et donc, il est en train d'essayer d'autres méthodes, avec cette sortie de Soufiane Gilali et d'autres qui vont venir certainement. À votre avis, Brahim Younsi, en votre fort intérieur, vous pensez que le Hirak va être aussi massif que nous l'attendons tous, qu'il va vraiment déferler cette fois-ci? Non seulement je l'espère, mais je suis convaincu qu'il sera encore plus fort, mieux ordonné, et qu'il va, plus que proposer, qu'il va imposer, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les exigences, la surcharge d'exigences, et j'en ai parlé la dernière fois, le système, parce que certains parlent de demande politique, de demande sociale. Il ne s'agit pas de demande politique et sociale, il s'agit d'exigences qu'il va imposer au système. De mettre en œuvre avec le peuple, avec la révolution, avec les représentants qu'elle se sera donnée, parce qu'elle va vers une représentation de la révolution pour gérer la transition qui va s'imposer, parce que le rejet de la constituante ou du processus constituant, le peuple veut absolument que le processus constituant ait lieu maintenant. Merci. Et il ne transigera pas sur ce processus constituant. En tout cas, c'est ce que j'entends, ce qu'on me dit, et je crois que beaucoup de révolutionnaires travaillent sur cette question. Les exigences vont être très fortes, et le pouvoir qui est dans une situation de faiblesse caractérisée, c'est la raison pour laquelle il essaye de sortir ses soldats de plomb pour mettre en échec, ou tenter de mettre en échec la révolution qui revient de plus en plus fort. Merci, Moussab l'a dit tout à l'heure, et il est aussi informé que moi, sinon mieux informé que moi. Merci, Brahim Younsi. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, Moussab, je vais vous citer une phrase de ce qu'a dit le chef d'état-major par intérim, M. Chengreha, à Tebboune. Regardez ce qu'il lui dit. Vous avez réussi depuis votre élection comme président de la République à concrétiser les promesses électorales que vous avez faites au peuple algérien à travers l'ouverture de nombreux chantiers et le début du changement attendu. Et plus loin, écoutez bien ce qu'il lui dit, alors que ce projet de constitution n'a pas encore été adopté. Mais lui, il considère que ça y est, c'est fait, parce qu'ils savent que le référendum sera massivement oui, de toutes les façons. Alors, ce qu'il lui dit au sujet de l'intervention de l'armée à l'extérieur des frontières. Et il lui dit, il a notamment salué la nouvelle disposition permettant, et c'est ce qu'il dit lui, à l'armée nationale d'intervenir en dehors des frontières nationales, celles consacrant l'équilibre des pouvoirs, je ne sais pas pourquoi, ce qu'il veut dire par là, et celles relatives aux libertés individuelles et les droits de l'homme. Alors bon, ça c'est la déclaration de M. Chengreha, mais la question que je voulais vous poser pour le mot de la fin, c'est le Hirak. Vous, Moussab, qui êtes l'un des principaux organisateurs du Hirak ici en France, qui suivez de très près cette révolution du peuple algérien, vous pensez que la reprise du Hirak va être ce tsunami qu'on est en train de nous promettre? Bien sûr, tout d'abord pour la déclaration de Chengreha, je l'ai lu et j'ai rien compris. C'est un gros mêlé-mélo, j'ai rien compris. Maintenant, pour le Hirak, il va revenir.
Déjà, peut-être que la reprise sera bien plus tôt sur Paris que Alger, parce que on a amorcé ici à Paris le retour à la vie normale. On a fait une tentative déjà dimanche passé avec des petits rassemblements. Ça semble être fructueux. Bien sûr, l'administration française continue de nous refuser les autorisations. Donc, pour des raisons qu'on va dire qu'on ne sait pas pourquoi. Bon, pour le moment, il dit que c'est des raisons sanitaires. Voilà, mais en tout cas, ça ne va pas tarder parce que déjà le 22 juin, il y aura la reprise de la possibilité de se rencontrer dans des lieux restreints. Donc, notamment, ça serait valable pour l'espace public. En tout cas, la reprise sur Paris est proche et elle va peut-être aussi être avant celle en Algérie, mais celle en Algérie aussi est proche parce que le Conseil des ministres, on l'a vu, il a permis aussi, il a commencé à amorcer le retour pour les chantiers de BTP, pour les commerçants. Et justement, pour rebondir sur la déclaration de Shengreha, justement, c'est parce qu'ils se sentent faibles et ils s'attendent à ce que la déferlante et le Hirak, dans sa nouvelle version, enfin dans son retour, sera gigantesque. C'est pour cela que, leur peur se manifeste dans l'entêtement. Shengreha aujourd'hui, en faisant un acte qu'on ne comprend pas, inaugurer un nouveau nom aux lieux, aux locaux de l'État. Ils ont baptisé le siège de l'état-major en lui donnant le nom de Gaïd Saleh. C'est du jamais vu dans l'histoire de tout le monde. On n'a jamais vu un état-major, l'administration d'un état-major, le bâtiment, l'édifice, porter le nom de quelqu'un. Mais bon, maintenant, il porte le nom de Gaïd Saleh. Ce qui est totalement incompréhensible, parce qu'à la rigueur, la rue, on aurait compris, mais à la rue, un lycée, un aéroport, tout ce qu'ils veulent, mais c'est l'état-major... Justement, ils veulent faire dans l'entêtement. Nous sommes des militaires, c'est nous qui exerçons la politique, c'est ce qu'il a fait dans la déclaration. Il a parlé de la Constitution, du projet, de Tebboune et de tout. Donc plus, il faut savoir ça, c'est une constante, c'est une règle avec les régimes autoritaires, plus ils sont faibles, plus ils donnent l'illusion qu'ils sont forts. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'est traduit avec la sortie de Bokadoum, qui suppliait le peuple de le soutenir au moins autour, avec un consensus national. Au sujet de... Sauf que quand ils engagent l'armée populaire faite du peuple dans des conflits dont l'intérêt ne retourne pas sur le pays, mais pour des questions étriquées des guerres par procuration, des autres, voilà. Des guerres mercenaires de telle ou telle puissance. Donc tout cela montre que ce régime a peur d'une seule chose, c'est du retour du Hirak. Le Hirak va bientôt retourner. Il a maintenu sa cadence. Ça ne veut pas dire qu'il retourne d'une absence, mais qu'il retourne à sa forme privilégiée, parce que la question, la condition sanitaire l'a obligé à se manifester autrement sur les réseaux sociaux. Désormais, il va revenir comme il est sur son terrain privilégié, qui est le terrain, les rues, les manifestations, les marches, les slogans et la pression dans l'escalade, toujours avec la Silmiya, avec un seul objectif en vue, c'est d'écarter ce régime parce qu'il porte atteinte à la nation. Moussab Hamoudi, merci beaucoup. Nazim Zaidi, merci beaucoup. Brahim Younsi, merci beaucoup. Nabil Ismail, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Les choses s'accélèrent ou semblent s'accélérer vers le meilleur, bien sûr, puisque si tout va aller de pis en pis pour le régime, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre logique, il n'y a pas d'autre découlement logique. Tout va aller pour le meilleur, pour le peuple algérien, parce qu'il s'achemine vers son destin. Et le destin idéal d'un peuple qui se respecte et qui a su démontrer qu'il était beau et fier et uni et pacifique ne peut être que l'avènement d'un état de droit après plus de 60 ans de mafiocratie. Barakallahu fikum, qawla khair, bislama. ارفع راسك يا انسان قبل ما يجيك الطوفان لبلادك لو هالفيران ساسيفي اخرج للزنقة وتبان ما تكونش خايف جبان قريب يشرينا الماريكان سازيفي قول لهم بالعقلية ما فيهم شي مصداقية البلاد تولي ضحية سازيفي يكفينا من القيل والقال بالوزير بالجنرال شعب ما بقالو مورال سازيفي
وين رجال زمان وين دوك النسوان وين دوك الشجعان البلاد ريحة تخلص وما بقى تفهمها في الراس غير بيناتهم باسا باس وضحكوا علينا كاع الناس يا وين الهرباوين يا وين الهرباوين يا وين الحرقاوين كلاك الحوت يا مسكين اخرج للشارع وقول قبل ما ياكلنا الغول يحسبوا الشعبي مهبول سازيفي ما تكسر وما تحرق لا يزيد البابور يغرق النظام حب يفرق سازيفي وين رجال زمان وين دوك النسوان وين دوك الشجعان الدستور راهو عيان كل شي معرفة يا فلان تغلقوا كاع البيبان وما بقات فيهم امان كفينا من الانحطاط عفسوا علينا بالصباط باعونا للامارات ساسيفي ردوا الشعبي ما يسواش حسبونا بهايم وكباش هجموا علينا لي زاباش ساسيفي وين رجال زمان وين دوك النسوان وين دوك الشجعان الجزائر لازم تحيا وراهي لحقت النهاية كفينا من الدعاية راه لحقت النهاية ساسيفي 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 ساسيفي